Bienvenue à cette table ronde et je suis aujourd'hui en compagnie de Edwige. Bonjour Edwige. Bonjour Marie. En compagnie de Tsaka qui sera aussi avec nous. Bonjour Marie. Et bonjour Anne-Laure qui est également là pour cette table ronde. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Alors aujourd'hui, notre sujet, un sujet que nous allons développer ensemble, la relation au cœur de la maladie d'Alzheimer. Dans quelques jours, ce sera la journée mondiale d'Alzheimer, enfin dans quelques jours par rapport au moment où nous filmons cette table ronde. Et nous avons souhaité apporter notre pierre à l'édifice pour sensibiliser, pour soutenir les malades, les aidants, et pour mieux comprendre cette maladie neurodégénérative et informer sur les interventions non médicamenteuses. Alors, on va voir pendant toute cette table ronde ce que ça veut dire, les interventions non médicamenteuses. Et en attendant, moi, ce que je vous propose, c'est de découvrir peut-être les personnes, Edwige, Tsaka et Anne-Laure, autour de cette table ronde qui se sont réunies, toutes les trois thérapeutes et intervenantes praticiennes de la méthode unifiée APESRA, et qui toutes les trois vont pouvoir intervenir à des endroits différents parce qu'il y a des parcours et des vécus qui sont spécifiquement liés à la maladie d'Alzheimer. Alors peut-être on peut commencer par toi Edwige, si tu peux nous expliquer ton intervention portera sur quel aspect par rapport à ce sujet, la relation au cœur de la maladie d'Alzheimer. Donc, je vais intervenir en tant que proche puisque j'ai été touchée par cette maladie d'Alzheimer à travers la maladie de mon père. Donc, c'est vraiment pour partager mon vécu, mon histoire personnelle et aussi l'écho que ça a fait dans ma famille. Voilà. Parfait, merci. Alors, Tsaka, ton intervention, elle se situera dans quelle sphère? Je dirais entre le fait d'avoir été proche, aidante, vis-à-vis de mon frère et d'avoir au fur et à mesure découvert la force, en fait, vraiment par hasard, la force de la relation par la danse. Ça, c'est quelque chose qui a fait que, de manière thérapeutique actuelle, je peux vraiment ressentir ce pouvoir et cette puissance de la danse, en fait, dans tout ce qui est accompagnement dans cette maladie. Merci beaucoup. Donc, avec Tsaka, nous allons vraiment voir le lien entre ce que vit un proche qui se retrouve vraiment directement affecté sur le plan affectif, sensible, psychologique, et comment de là, on trouve une solution pour se reconnecter autrement, et comment cette solution, dans le cas de Tsaka, est passée par la danse. En tout cas, on pourra faire des parallèles entre ce que Edwige va partager et ce que va partager Tsaka. Et Tsaka va alors permettre de faire le pont aussi avec une intervention, dans ce cas-là, avec des outils thérapeutiques d'APESRA dans une unité Alzheimer. Et là, donc, ce sera Anne-Laure, si tu situes un tout petit peu où tu vas intervenir. Au cours de cette table ronde, effectivement, je vais partager mon expérience de thérapeute psychocorporelle de la méthode unifiée APESRA, où j'ai eu la chance en fait de pouvoir intervenir au sein d'une unité qu'on appelle UHR, unité d'hébergement renforcé, pour principalement des personnes qui étaient atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais pas que. Voilà, c'est aussi d'autres types de maladies dégénératives. Et donc, ça a été une expérience vraiment très riche, très, très riche auprès de ces personnes. J'ai vraiment découvert, en fait, de ne pas les considérer comme des personnes malades, mais de les considérer vraiment comme des personnes à part entière. Et effectivement, ça a été très riche, très beau, des moments vraiment très touchants, aussi des fois déstabilisants, bien sûr. Je dirais, mais j'en suis ressortie, moi aussi, nourrie de cette expérience. Et aussi, je crois que toute l'unité elle-même, que ce soit les résidents et également toute l'équipe soignante, encadrante, ou certains proches en ont aussi bénéficié, je crois. Et je pense qu'on peut également dire déjà juste quelques mots sur le fait que tu interviens aussi bien dans les EHPAD,
dans des… Voilà, tu peux peut-être juste dire tes différents champs d'intervention, peut-être déjà maintenant. Oui, effectivement, c'est vrai que je dirais que ma pratique me permet de vraiment pouvoir répondre à différents objectifs qu'a une institution, une association ou différents projets d'accompagnement, que ce soit aussi bien pour une structure associative qui accompagne des personnes, là en l'occurrence de personnes en phase de rémission du cancer du sein, également au sein de plateformes de répit pour aidants, parce que les aidants font vraiment un accompagnement aussi au quotidien tellement soutenant, mais qui peut être aussi tellement épuisant. Et donc, bien sûr, après, dans les EHPAD, que ce soit là en Haute-Savoie ou sur Genève, sur Suisse. Donc, je dirais que l'essentiel, ça va être vraiment déjà de poser quels sont les besoins. Voilà, les besoins de l'institution et les besoins des personnes. Et à partir de là, on va pouvoir vraiment tisser un accompagnement sur mesure. Super, merci beaucoup, merci. Alors voilà, vous avez découvert nos invités. J'espère que ce sujet sera vraiment très intéressant pour vous. N'hésitez surtout pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à notre chaîne afin d'être prévenu de chaque nouvelle vidéo, et puis surtout de partager, faire tourner un peu les algorithmes YouTube. Nous, ça nous aide, ça nous motive à vous délivrer encore plus de tables rondes qui seront aussi intéressantes que celle-ci, je l'espère. Alors, nous avons parlé d'interventions non médicamenteuses. Peut-être avant de rentrer dans le détail vraiment de vos différents vécus et de cette évolution lente vers d'une situation qui commence à se détériorer vers tout ce qu'on va découvrir et puis cet accompagnement, peut-être dire quelques mots sur les interventions non médicamenteuses, dont notamment la danse. Parce que finalement, ce qui nous réunit aussi ici toutes les quatre, c'est que nous sommes toutes thérapeute de la méthode unifiée APESRA, qui est donc une approche psychocorporelle, énergétique et spirituelle de la relation d'aide, et où la danse, la musique, le non-verbal, la relation, l'accompagnement relationnel est au cœur même de toute la démarche pédagogique et de notre enseignement. Alors, concernant ces interventions non médicamenteuses, nous, on le situe surtout dans le cadre de notre programme Vivre Mieux. Vivre Mieux, c'est un programme où nous avons développé notamment la danse unifiée adaptée. Alors, adaptée pour le vieillissement, pour notamment la danse sur chaise, mais également pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et ce qu'on peut dire, c'est que depuis 2011, il y a cette volonté dans le secteur médical d'encourager la recherche sur des interventions qui sont non médicamenteuses, en tenant compte des personnes et donc de type d'affection qu'elles peuvent avoir, et tenant compte aussi du contexte dans lequel elles sont utilisées. Donc ça fait à peu près une dizaine d'années, en tout cas, qu'il y a beaucoup plus de recherche scientifique à ce niveau-là, et que l'on cherche vraiment à répondre aux questions qui sont posées sur les mécanismes, les bénéfices, les risques aussi de ces interventions non médicamenteuses. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça a été très illustré, très analysé. Et moi, ce que je propose de faire, c'est peut-être vous afficher à l'écran un tableau qui en dira, qui en quelques mots va tout résumer. Avec ce tableau, on a vraiment le champ général des interventions, les effets qui sont recherchés, les différents symptômes qui ont été étudiés, et ça fait une synthèse que je pense qui est assez parlante. Alors, je vais vous partager ça tout de suite à l'écran. N'hésitez pas à zoomer, spécialement si vous nous regardez sur smartphone, d'appuyer sur pause et de revenir sur cet endroit de la vidéo. Donc, vous voyez ici un tableau qui reprend différentes interventions non médicamenteuses, notamment, par exemple, l'activité physique adaptée, l'art-thérapie, l'orthithérapie, les interventions assistées par l'animal, les interventions par la danse, les interventions de type musicothérapie. Tout ça, ça fait en fait
la musicothérapie, la danse, en fait, ça fait partie du champ des arts-thérapies. Mais ici, on a vraiment, voilà, disons, fait une différence parce qu'il y a aussi la théâtrothérapie. Donc, tous ces éléments-là font partie de l'art-thérapie. Donc, la réhabilitation cognitive, la stimulation multisensorielle, je pense qu'il y en a dans les différents établissements où Anne-Laure a également a pu intervenir, les thérapies par la réminiscence et les thérapies de la stimulation. Et vous voyez ici différents champs d'application où ces recherches ont eu lieu. Notamment le fonctionnement cognitif, la communication verbale et non verbale. On va les passer en revue. Mais vous voyez aussi un petit carré de couleur qui montre les endroits où ces différentes interventions non médicamenteuses sont, je dirais, efficaces, où on fait preuve, en tout cas, d'efficacité. Et ici, la partie bleue, vous voyez l'intervention basée sur la danse. Vous pouvez voir que tous les marqueurs sont cochés. La danse est un outil d'aide, un outil d'accompagnement, un outil de développement, un outil, entre guillemets, de guérison, de réhabilitation, qui est vraiment complet. Ça veut dire que par la danse, on a effectivement constaté que le fonctionnement cognitif s'est amélioré. Forcément, par la danse, puisqu'on ne seront pas en train de parler, mais de danser, il y a tout ce qui est le lien entre donc, toute la communication verbale et non verbale. Ce qui ne peut plus se dire, eh bien, va pouvoir être accueilli de manière non verbale par le mouvement. Il y a les symptômes psychologiques et comportementaux qui vont s'améliorer, certains symptômes psychologiques qui vont pouvoir effectivement diminuer, des comportements qui étaient peut-être déviants. Des comportements qui étaient d'agressivité ou des situations de tristesse, on va le voir aussi avec l'état émotionnel, où tout cela va pouvoir effectivement être amélioré. La qualité de vie va forcément se voir impactée, ainsi que la personnalité, les capacités physiques de la personne qui vont pouvoir également, pour lesquelles on voit vraiment des facteurs en hausse, et l'autonomie, surtout ça, l'autonomie fonctionnelle. Donc, ça pour faire un très rapide synthèse de pourquoi la danse unifiée et pourquoi effectivement nous mettons beaucoup d'importance à développer une formation thématique de danse unifiée adaptée qui soit accessible non seulement aux thérapeutes APESRA, mais effectivement des personnes qui utiliseraient peut-être d'autres outils ou qui sont peut-être ergothérapeutes, soignants, kinés, et qui seraient intéressés d'ajouter le média danse à leur thérapeutique. Nous avons beaucoup d'autres vidéos sur notre chaîne Accentive Channel où vous pouvez trouver plus de détails à ce niveau-là. Alors moi, ce que je propose de faire maintenant, si OK pour vous trois, c'est de pouvoir plonger ensemble dans le vécu de cette maladie d'Alzheimer, le vécu avec les familles, le vécu avec les malades, le vécu avec les accompagnants. Et peut-être de commencer avec toi, Edwige. Qu'est-ce qui se passe quand cela nous arrive, quand cela arrive dans une famille, quand cela quelque part nous tombe dessus, et où, avec les échanges que nous avons eus, eh bien, nous avons pu voir que on comprend pas tout ce qui se passe au début, donc ça va être très vite classifié dans la démence. Et comment finalement on va partir, il va y avoir une évolution de cet endroit que l'on va appeler démence vers ce qui, à un moment donné, va commencer à se révéler comme étant vraiment cette maladie neurodégénérative qui est Alzheimer. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, au début, le diagnostic a été posé pour mon père comme étant atteint de démence. Donc, lui, il n'avait plus l'autonomie dont il bénéficiait avant. Et en fait, c'est un de mes frères qui habitait aussi proche de mon père, qui m'a annoncé la nouvelle et qui redoutait quelque part ma réaction quand il me l'a annoncé parce que je n'étais pas dans une relation proche avec mon père à ce moment-là. Et en fait, pour moi, ça a été un soulagement parce que ça m'a vraiment permis de pouvoir faire des liens avec des comportements que je ne comprenais pas, des choses qui se passaient
et pour lesquels je n'avais pas d'éléments de réponse. Donc, ça a été un début d'éléments de réponse. Donc, au début, c'était un soulagement, en fait, de dire, ah bah, il y a quelque chose qui est reconnu là. Et au départ, donc, mon père a été transféré dans une maison dans laquelle d'autres personnes sont atteintes de maladies de démence à plus ou moins grande échelle, plus ou moins grande intensité. Et je ne suis pas allée tout au début parce que, comme je n'étais pas très proche de lui, ça a été plutôt un de mes frères qui a commencé à y aller. Et ensuite, moi, je suis d'abord restée dans la voiture. Je crois que j'avais peur, en fait. J'avais peur de rentrer dans cette maison et puis de vivre émotionnellement tout ce que ça pouvait me faire vivre. Et lors de la deuxième visite, j'y suis allée. Et puis, j'ai rencontré mon père qui, visiblement, ne me reconnaissait pas. Donc, je ne savais pas si c'était vraiment ça ou si c'était de la comédie, parce qu'il pouvait aussi avoir eu recours à ce stratagème, je dirais, donc, dans le passé. Et en fait, voilà, l'évolution s'est faite petit à petit où lui, il est rentré dans cette structure et au début, il voyait les personnes qui étaient atteintes de cette maladie. Donc, il a pu me dire une fois, moi, je ne veux pas être comme ces personnes. Et puis, moi, en proche de la famille, j'ai voulu le sauver, le rassurer, puis dire, mais non, tu ne seras pas comme ça. Et en fait, je faisais du déni autant de ce qu'il était en train de vivre et de ce que j'étais en train de vivre, ce que nous étions en train de vivre dans la famille. Parce que c'était plus facile d'être face au déni que de rentrer dans toute cette inconnue et qui nous faisait peur, en fait. Donc, il y a tout ce moment. C'est important, cet aspect de la peur que tu dénotes là, parce que finalement, lui aussi, étant là, il se dit, mais moi, je veux pas qu'on m'assimile à eux, à ces patients-là. Et ça a dû être aussi une étape pour lui de rentrer dans cette institution, tout comme toi au départ, mais moi je veux pas rentrer dans cette institution-là. Y aller pour toi, c'est la même chose, c'est une peur, c'est comme si il y a quelque chose là, un mur à franchir, le mur institutionnel, et derrière ce mur-là, il y a une sorte de fantôme d'une maladie auquel on peut pas se rapprocher. La société la met quand même derrière des murs. Et il y a quelque chose qui est compliqué entre la vie normale, entre guillemets, et puis la vie de l'autre côté des murs dans cette institution. Donc, oui, on comprend bien cet endroit où il y a aussi bien cette appréhension par rapport à la famille de rentrer dans ces espaces, mais aussi pour le patient de rentrer dans ces espaces. Donc, petit à petit, tu parles du fait que tu te dis non mais c'est pas possible, il fait semblant. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu commences à te rendre compte peut-être que non, il fait pas semblant, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Comment ça va s'appréhender ça? En fait, son comportement change. Il n'a plus du tout le même comportement que j'ai connu avant qu'il soit dans cette institution et qui me rapproche de lui parce qu'il y a un côté où il devient plus calme. Donc, c'est aussi avec l'aide des médicaments parce qu'au début, ils doivent essayer les médicaments et voir celui qui ne va pas augmenter l'agressivité, qui va redonner du calme, qui ne va pas non plus endormir complètement. Donc, il y a cet équilibre à trouver. Oui. Et jusqu'à ce que cet équilibre soit trouvé, c'est un petit peu fluctuant et imprévisible. Et en même temps, après, tout d'un coup, je le découvrais complètement différemment de l'homme que j'avais connu, en fait, toutes ces années. Donc, c'était à la fois une curiosité et ça m'a appelé à le découvrir plus, à me rapprocher. Et en même temps, il y a des moments donnés, c'était un peu désarçonnant, quoi. Et puis, aussi pour quoi. Il n'y avait plus le même repère et aussi le fait qu'ils ne nous reconnaissent pas, à des moments donnés, c'était déstabilisant et c'était touchant, bien sûr. Oui, oui. Et une déstabilisation qui est aussi un véritable challenge pour les équipes médicales à ce moment-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu as aussi vécu, toi, Tsaka? Mais oui, en fait, j'étais vraiment en train d'écouter lui, je me rappelle, et ça me rappelle vraiment comment j'ai pu accueillir finalement cette nouvelle de mon frère, parce que c'était un Alzheimer précoce
Hein. Donc, il n'avait que 52 ans. Et donc, c'était vraiment pouvoir se dire, tiens, il y a quelque chose où dans la communication, ça ne passe plus. Donc, il y avait ce côté où c'était difficile de communiquer, il y avait des redondances, je ne comprenais pas, personne ne comprenait vraiment, sauf peut-être sa femme, qui à un moment donné, elle connaissait dans sa famille déjà une personne qui avait eu Alzheimer, donc elle connaissait les symptômes. Mais le faire passer à toute la famille, le dire à toute la famille, c'est pas quelque chose qu'on accepte tout de suite. Et donc, il a vraiment fallu plusieurs étapes. Et moi, la première a été que vu qu'il était encore assez jeune et ça se voyait pas dans son physique, il y avait déjà quelque chose de, ben non, ça peut pas être l'Alzheimer, il est trop jeune. Donc, il y avait vraiment cette chose qui me disait, bon, il y a une difficulté d'Alzheimer, enfin de communication, c'est pas grave. Et notre communication première avec mon frère était la danse. Donc, ce qui a fait que je n'étais pas au courant qu'à ce moment-là, il était déjà dans un centre de jeunes Alzheimer et que là-bas, il y avait quelques activités. Et donc, un beau jour, il m'appelle, chose qu'il ne faisait pratiquement jamais, sauf quand on allait danser à l'époque. Et donc, dans cette période, il m'appelle et me dit, tu sais quoi? Donc, en fait, déjà, il y avait lui, il savait qu'il avait quelque chose, mais le dire et le prononcer, c'était pas ça encore. Et c'était déjà extrêmement touchant pour moi. Et donc, et là, il se souvient que l'activité qu'il en avait parlé à ce centre, il dit, écoute, je disais que je dansais et donc, ils veulent une petite démonstration. Est-ce que tu veux le faire avec moi? Et là, je dis un grand oui, oui, bien sûr. J'étais vraiment dans ce moment où je ne savais pas encore ce qui m'attendait. Donc, j'avais vraiment ce voile de Alzheimer, c'est quoi? Je ne sais pas, mais je serai là parce qu'il me le demande. Et d'arriver à faire cette démonstration dans ce centre, pour moi, il n'avait pas changé. Pour moi, c'était la personne que je connaissais avec les petites mimiques. Pour moi, il n'avait pas changé. Donc, je me disais, mais pourquoi il est là, en fait? Et puis, en fait, c'est les personnes de ce centre qui m'ont dit, mais vous vous rendez compte, lui, quand il vient à ce centre, il ne dit jamais rien. Il converse à peine avec les personnes du centre. Il est dans son coin. Il rentre, il part. Et là, on le voit parler avec les autres, aller vers les personnes en disant, oui, tiens, on fait une petite démo, venez danser avec nous. Et de les féliciter quand ils dansent. Et donc, pour moi, c'était la personne que je connaissais, mais pour eux, qui l'avaient vu déjà depuis quelques mois, c'était une transformation. Et donc, rien que la danse, pour eux, a été révéler la personne qu'il était, en fait, pour les personnes qui l'ont vu déjà dans une déchéance dont moi, je n'étais pas encore consciente. Dans cette étape-ci, donc, il est déjà avec le diagnostic d'Alzheimer avéré. Il était entre les deux. Donc, il y avait cette possibilité et qu'entre-temps, il y avait déjà de la démence, apparemment de la perte cognitive, de communication. Il y avait déjà ça. Ma belle-sœur savait qu'il fallait qu'il soit suivi déjà dans un centre pour pouvoir attendre ce diagnostic qui devait être encore avéré. Voilà, donc on est aussi un peu comme avec Edwige dans cette période entre deux, où effectivement les équipes médicales doivent aussi trouver comment adapter la médication et où le diagnostic n'est pas encore vraiment posé en fait. En tout cas, le diagnostic d'Alzheimer n'est pas encore vraiment posé. Et donc, dans cette période d'entre-deux, donc cette évolution où on voit bien qu'il y a quelque chose, on ne comprend pas ce qui se passe, mais on sent bien que quelque chose change dans la relation, dans beaucoup de pertes de mémoire, la spatialité aussi qui est beaucoup touchée, on va voir ça par la suite. Mais donc, là, tout un changement dans le rapport avec la famille qui n'a plus du tout les mêmes références. Et puis, ces symptômes de démence, quelque part, vont continuer à s'aggraver.
ils vont continuer à s'aggraver. Comment ça se passe lorsque ce diagnostic d'Alzheimer est enfin posé? Peut-être, Edwige, est-ce que tu peux nous partager Oui, en fait, ça n'a pas été partagé tout de suite selon mes souvenirs. En fait, j'ai vécu plusieurs expériences avec mon père, où tout d'un coup, je le voyais demander 20 fois après avoir vécu un moment ensemble en famille, qu'est-ce qu'on a fait déjà? Qu'est-ce qu'on a fait juste avant de rentrer dans l'institution? Donc ça, c'était un moment très fort parce que tout d'un coup, de dire on lui dit et 3 secondes après, il faut le lui redire, quoi. Donc, il y avait ce moment-là. Et il y a eu une fois où, en fait, je l'ai emmené déjeuner pour son anniversaire et là, je me suis vraiment rendu compte de ce que c'était que la maladie. Et du coup, à partir de ce moment-là, je suis allée poser des questions plus aux médecins et j'avais déjà reçu des informations de la part des personnes aides-soignantes et accompagnantes dans la maison. Et je crois que là, je me suis vraiment rendu compte, je sortais du déni en fait, parce qu'il se passait pas du tout entre les mots que mon père exprimait au restaurant par rapport à ce qu'il aimait et son comportement, c'était complètement en opposition. Et je me suis rendu compte que les mots n'avaient plus de sens en fait, du tout. Voilà, donc j'ai voulu comprendre plus par rapport à cette maladie et j'ai pu entendre voilà, le diagnostic posé d'Alzheimer et ce que ça voulait dire et ce que le médecin nous a expliqué en fait. Et puis ensuite de pouvoir relativiser et puis apprendre à relationner autrement. Oui, oui, tout à fait. Alors, lorsqu'on a partagé ensemble, on a vu effectivement qu'il va y avoir vraiment plusieurs phases de déni. C'est difficile d'être face à comme une page qui devient blanche à nouveau, alors qu'il y a eu tellement de vécu ensemble et qu'il y a donc de la démence au diagnostic d'Alzheimer, là on se dit non, ça peut pas être ça. Puis finalement, même quand on nous dit que c'est ça, il y a encore quelque chose où on est dans le déni. Il faut vraiment qu'on soit face à la réalité, comme ce moment où il va te demander plusieurs fois, à des moments clés. Hein, tu vois, là, par exemple, tu as parlé de l'anniversaire. Donc, vraiment des moments qui ont une charge affective, je dirais, assez importante, qui font aussi que là, à cause de cette charge affective importante, c'est comme si le déni vient buter sur cette charge affective importante qui fait que la famille est obligée de se réveiller et accepter, mais oui, c'est ça, Alzheimer, oui, mais c'est quoi Alzheimer? Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin de ces explications, on a besoin que le corps médical vienne nous expliquer, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce qu'au moins, eux, ils ont peut-être plus la compréhension, mais c'est évident qu'au sein des familles, au sein des proches, au sein des aidants, cette compréhension permet, c'est comme si ça donne du sens, une ouverture au fait que, ok, maintenant on va accepter de peut-être se rencontrer autrement. Est-ce que dans votre cas, Tsaka, vous avez aussi eu ce moment où il a fallu, demander un peu des explications sur mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Pourquoi ça se passe comme ça pour la personne qui est en face de nous? Pourquoi on ne sait plus communiquer avec elle? Elle ne retient pas, elle nous demande plusieurs fois la même question. Pourquoi elle est agressive? Est-ce que c'est des explications que vous avez reçues à un moment donné, ça? Alors, de manière familiale, on n'a pas tenu cette information, enfin, on n'a pas reçu ensemble cette information, mais moi, j'ai été me renseigner, en fait, auprès de l'association et de la fondation qui s'occupe d'Alzheimer, et ils faisaient des sessions. Et donc, pour pouvoir me préparer aux étapes prochaine, j'avais besoin de savoir de quoi il s'agissait et comment moi aussi je pouvais me comporter en tant qu'aidant proche et me sécuriser en fait, quelque part aussi prendre le recul qu'il faut de temps à autre pour ne pas justement être trop impactée et pouvoir rester présente à lui, efficace entre guillemets. Ouais. Et si les recherches pour les interventions non médicamenteuses ont évolué, c'est vraiment grâce à l'implication des fondations, des associations de patients,
des associations de proches et qui font un travail d'information extraordinaire et qui est indispensable, vraiment indispensable. Peut-être qu'à cet endroit-ci, si ça te va aussi, Anne-Laure, je vais peut-être mettre à l'écran un petit schéma qui va nous permettre à tous de un peu mieux comprendre, alors très rapidement aussi, mais comprendre un peu mieux ce qui se passe dans cette maladie neurodégénérative. Alors, je mets à l'écran, voilà, ce visuel ici. Et vous voyez à gauche le schéma d'un cerveau, nous dirions, sain. Et à droite, le schéma d'un cerveau atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc, vous voyez déjà au niveau de la taille, ce qui va se passer, il va y avoir une atrophie. Une atrophie notamment du cortex cérébral, donc toutes les fonctions cognitives, rationnelles, etc. Il va y avoir vraiment une atrophie à ce niveau-là. Et vous voyez que c'est comme si on peut dire que, vous voyez plein d'espaces ici qu'on ne voyait pas, qu'on ne voit pas dans le cerveau sain. Alors que dans le cerveau atteint de la maladie d'Alzheimer, on retrouve, c'est comme s'il est criblé de trous partout. Ça devient comme un gruyère. L'information passe à travers, elle est perdue dans un trou noir, on ne sait, voilà. Et donc, on voit aussi ici l'atrophie de l'hippocampe. L'hippocampe qui est quand même une de ces structures cérébrales qui est nécessaire pour la mémoire, pour l'apprentissage, pour la navigation spatiale, donc le positionnement dans l'espace. Et lorsque, je pense que c'est Edwige qui nous a donné cet exemple de parler avec la personne de choses où c'est comme si elle n'a plus les mots, elle ne comprend plus. Ou bien Tsaka, lorsqu'il t'appelle et qu'il dit « mais tu sais de quoi ?» Mais il ne te dit pas la danse. Mais c'est comme si le mot « danse », ben, il ne peut plus le dire parce que, imaginez que le mot « danse », il est dans un des trous. Il est perdu, cette information, elle est perdue au niveau des connexions neuronales. Il ne sait plus dire le mot « danse ». Mais par contre, il y a eu tout un vécu de plaisir dans la danse, de lien certainement avec toi quand vous dansiez, avec le groupe, parce que c'est aussi ça la force de la danse, c'est de recréer le lien social avec le groupe, etc. Toutes ces informations-là qui sont à d'autres endroits du cerveau, qui ne sont pas des trous, et à ces informations-là, il a toujours accès. Mais c'est comme si le mot « danse » se trouve à un endroit qui est un trou, et il n'y a plus accès. Donc, c'est très caricatural ce qu'on dit là, mais c'est pour comprendre que si je dis à la personne « viens, on va faire de la danse », elle peut vous regarder comme ça en se demandant de quoi on parle, alors qu'on a dansé avec cette personne pendant 30 ans. On se dit « mais c'est pas possible ». C'est parce que ce que vous venez de dire, ce mot-là est tombé dans un trou. Alors que le mot de « tu te rappelles ce qu'on faisait ensemble ?» Là, il y a en fait d'autres endroits dans le cerveau qui sont peut-être un plaisir dans le mouvement, un regard au moment où, puisque la salsa c'est une danse à deux, on se tient et qu'il y a des regards. Ces endroits-là, eh bien, il n'y a pas de trou à cet endroit-là. Et là, il peut vous répondre. Mais il ne va pas pouvoir vous répondre avec le mot « danse » parce que ce mot-là est dans un trou. Okay. Et ça, c'est vraiment des explications primordiales. Ici, je vous l'explique de manière très, très, très schématisée. Mais une fois qu'on a compris ça, on comprend aussi que la personne, elle va communiquer avec des références qui ne sont plus celles que l'on a connues, tout simplement parce qu'elles ne sont plus disponibles au niveau des connexions neuronales et au niveau du fait que c'est comme imaginer vraiment un gruyère, hein, et cette information-là est tombée dans un trou. Donc, quand elle vous répond, c'est parce qu'elle vous répond à un endroit qui n'est pas un trou. Et quand elle ne vous répond pas, c'est parce que c'est tombé dans un endroit qui est un trou. Alors, si nous, on insiste et qu'on dit « mais enfin, mais si, mais tu te rappelles », eh bien, on commence à mettre du stress, hein, oui, c'est exactement ça. On va le stresser, on va essayer de l'obliger à vous donner quelque chose qui ne peut plus vous donner puisqu'il n'y a pas accès à ça dans le cerveau.
Donc voilà, de manière très schématisée, j'ai enlevé ce schéma, mais j'espère que ce sera vraiment très parlant pour vous. Et n'hésitez pas à envoyer même une capture d'écran de cette partie de la vidéo à des amis autour de vous, ou encore mieux, partager la vidéo. Alors, revenons un peu sur ce sujet-là. Donc, le fait de comprendre la maladie, partir du moment où on l'a enfin compris, comprendre qu'il ne peut pas nous répondre à cet endroit-là, c'est pas qu'il veut pas, c'est pas qu'il est agressif, c'est que c'est moi qui, avec mon stress de ne plus être accueilli comme je le voudrais, comme j'étais, moi je m'attache à l'ancien et c'est moi qui, quelque part, provoque ce stress en acculant voilà, la personne qui est atteinte d'Alzheimer, quoi. Et dans cette manière de communiquer autrement, par exemple, Edwige, comment ça s'est développé pour toi? Comment est-ce que c'est passé par quoi, communiquer autrement? Alors, déjà, les mots n'étaient pas toujours les mêmes ou les personnes n'étaient pas les mêmes. Donc, c'est à partir du moment donné où il a passé le cap d'être comme eux, il a commencé aussi à avoir des discours qui devenaient assez rigolos. Hein. Donc, à dire en sortant de la maison, il y avait une ferme juste à côté, dire voilà, mon professeur de mathématiques habite ici, je l'ai vu ce matin. Alors moi, je rentrais dans le jeu, puisqu'en fait, c'était ça. J'étais plus à dire mais non, mais quand même, mais non, mais c'est pas ton professeur de mathématiques. C'est ah oui, et comment va-t-il et comment ça se passe? Donc déjà, il y a aussi ce changement de comportement-là qui m'a été aussi donné. Moi, j'ai aussi vu le médecin et les accompagnants qui disaient d'aller dans ce sens-là. Et après, c'est passé aussi par le toucher, le fait de pouvoir être en contact. Et ça pouvait autant me rassurer, puisque moi, j'étais en stress quand même de cette situation, et lui le rassurer aussi. Il y avait quelque chose qui était, OK, là, on peut se rencontrer à cet endroit-là, en fait. On peut se rencontrer au-delà des mots. Et effectivement, la relation au cœur de la maladie d'Alzheimer, au niveau du cœur, par le toucher ou par le contact aussi avec les yeux, qui est un premier toucher. Donc, absolument, absolument. Il y a vraiment... là, par exemple, si on prend l'exemple le professeur de mathématiques, etc., il y a aussi, lorsqu'on explique comment ça va se passer au niveau du cerveau, c'est que la personne, oui, elle a peut-être plus accès, comme pour le cas danse, reprenons le mot danse. Danse, il ne sait plus. Mais par contre, il a accès à un autre monde de symbolisation. Et le professeur de mathématiques, lorsqu'il reprend ce mot-là, c'est parce que, et ça c'est pour les accompagnants, on verra ça avec Anne-Laure, vraiment pour les accompagnants, de comprendre que, en fait, dans son cerveau, un lien est fait quelque part entre professeur de mathématiques et quelque chose qu'il y a dans sa mémoire. Et très souvent, c'est lié effectivement au lien, à quelque chose d'affectif, à quelque chose de sensible, d'où l'importance du toucher, comme tu disais, le contact, les yeux. Et tu es également thérapeute sur Genève, thérapeute de la méthode unifiée APESRA à Genève, où tu donnes également des ateliers de danse unifiée à APESRA sur Genève. Et le toucher relationnel guérisseur fait vraiment intrinsèquement partie de la formation APESRA. Parce qu'il y a une manière, et là peut-être que si on a le temps, Anne-Laure pourra aussi nous en parler, parce que le toucher, évidemment que dans les hôpitaux, dans les institutions, dans tous les soins, il y a directement, automatiquement ce contact, ce toucher. Oui, mais quel toucher, quelle qualité du toucher qui va donner de la sécurité à la personne qui est touchée et va donner aussi de la présence, de la sécurité, de la chaleur humaine aux soignants qui touchent. Or, en termes de relation à l'autre, vu qu'on rentre dans sa sphère intime, surtout quand dans les soins, lorsqu'il faut habiller, laver, etc. Mais c'est vraiment primordial parce que ça peut être extrêmement nourrissant, tout comme ça peut être extrêmement envahissant. Et se toucher, alors avec les membres de la famille, c'est peut-être encore plus important parce que, comme tu disais, c'est peut-être que ce qui peut plus se dire avec la voix, avec les mots, effectivement, ça va pouvoir se dire par le regard, par le contact. Et du coup, l'intimité se recrée. C'est comme si la maladie, à un moment donné, avait créé une séparation.
Et puis à un moment donné, puisqu'on ne peut plus se relationner à partir justement du rationnel, le non-rationnel va recréer l'intimité familiale et le rapprochement des cœurs, en fait. Oui, ouais, c'est tout à fait ça, en fait. À la fin, c'était, enfin, avant qu'il ne meure, j'ai pu lui dire que je l'aimais, et puis j'ai vu qu'il avait les larmes aux yeux, donc il y a eu cette connexion-là. Il ne pouvait pas dire les mots, mais son corps a exprimé qu'il était touché, quoi. Donc, en tout cas, il a reçu quelque chose qui avait l'air d'être agréable pour lui. Ouais. Et dans le cas de Tsaka, puisque tu donnes également des ateliers de danse unifiée sur Bruxelles, là, la danse que vous pratiquiez ensemble, c'était la salsa. Et la salsa, eh bien, c'est à deux. La salsa, les corps sont beaucoup plus proches, les mains, le regard. Alors, si tu peux nous partager un peu justement dans ce côté communiquer autrement, eh bien, ça s'est passé comment dans ce passage vers la danse? Et peut-être l'endroit où peut-être ça a été même, oui, tu l'as déjà dit un peu tout à l'heure, mais au-delà de vous deux, ça a été le rapprochement de votre lien. Donc, pareil, une intimité, ce qui a éloigné, en fait, grâce au non-verbal, grâce à communiquer autrement, que la communication relationnelle, eh bien, en fait, l'intimité se recrée. Et ça a été au-delà de vous, parce que finalement, vous avez réussi à embarquer toute l'unité. C'est vraiment ça. Et c'était incroyable parce qu'en fait, ce qu'il y a eu, c'est que ce rapprochement qui s'est fait entre nous, donc il y a eu plusieurs autres sessions et on parlait justement vraiment du toucher ou de la musique. C'est comme derrière le voile, quelque chose qui passe. Et ce quelque chose est merveilleux. Et donc, il y avait dans un des hôpitaux, enfin dans l'hôpital où il était, il y avait une personne qui était toujours assise dans sa chaise roulante, toujours. Elle est venue à cette session de danse et elle a commencé à vouloir danser, d'abord un peu avec nous. J'étais avec ma sœur et donc on a commencé à danser. Et la personne ne s'est plus du tout rassise. Elle a voulu danser, mais tout le temps. Et par la suite, les soignants sont arrivés vers moi et ont dit, mais cette personne, en général, même pour aller à la toilette ou même pour faire sa toilette, elle nous appelle, elle ne veut pas sortir de sa chaise toute seule. Et là, la personne est restée debout tout le temps. Ils étaient, mais épatés. C'était incroyable, c'était magique. Moi, évidemment, vu que moi, j'étais là plutôt pour la relation avec mon frère et de voir tout ce que ça a créé, c'était juste magnifique. Donc, c'est pour ça que vraiment les sessions de danse, que ce soit la musique, que ce soit le toucher, que ce soit le regard, que ce soit l'émotion qui passe, elle passe le voile. Elle passe le voile d'Alzheimer. Alors, c'est magique, comme tu le dis, et en même temps, c'est scientifiquement explicable aujourd'hui avec les IRM, etc. Alors, je vais juste afficher à l'écran un autre schéma qui montre, parce qu'en fait, tout ce que tu as expliqué là, ce sont effectivement tous les effets bénéfiques scientifiquement prouvés de la musique, de la danse, du toucher, du lien social qui se recrée. Et donc, ici, de nouveau, très rapidement, vous avez à gauche le schéma d'un cerveau au repos. Voilà, pour les quelques fois, il peut être au repos. En tout cas, voilà, un cerveau qui n'est pas trop stimulé. Et puis, vous avez à droite un cerveau qui est stimulé par la musique. Donc, différents tests IRM qui ont été faits en faisant passer différents types de musique. Et là, on a une synthèse. Et vous voyez ici le nombre de zones qui sont effectivement activées en réponse au stimuli musical. Et vous voyez qu'il y a beaucoup plus de zones qui sont effectivement stimulées, qui sont réveillées.
C'est aussi bien des sphères qui sont liées à les sphères pour la mobilisation des muscles, le déplacement spatial, le cortex, la mémoire, l'émotionnel évidemment, puisque n'importe quel artiste qui a produit une musique l'a produit en général à partir d'une connexion profonde. Il y a de l'émotion dans la musique. Il y a de l'émotion, et cette émotion, et la musique en elle-même va en fait réveiller et créer beaucoup plus d'unité, en tout cas activer. C'est comme si, on pourrait presque dire, nous sommes beaucoup plus intelligents une fois avec la musique, tout simplement parce que il y a beaucoup plus de sphères, de parties de notre cerveau qui sont effectivement stimulées et mis en mouvement et prêts à rentrer en jeu, prêts à être mis en application pour notre vie. Ce qui veut dire que si on met un certain type de musique, eh bien là où la personne ne bougeait pas, parce que ces espaces vont être stimulés, ces espaces au niveau, par exemple, d'une mobilisation musculaire vont être stimulés, ou d'une respiration. J'ai fait ce test en hôpital avec des personnes dans un département lié à la traumatologie, où je mets un certain type de musique, et où là où la personne ne savait pas se reposer, automatiquement, le corps a fait... Okay, il a expiré. Donc, il est rentré en parasympathie, sans que j'aie à faire un exercice de respiration. Et c'est ce qui va se passer lorsque, par exemple, dans ce que nous partageait Tsaka, eh bien, si je reprends le cerveau qui est lié à Alzheimer, et où je vous disais, la personne ne sait plus vous répondre si vous lui dites quelque chose qui est tombé dans un trou. Sauf que si c'est avec de la musique va venir réveiller plein d'autres sphères, comme on a pu le voir ici, qui sont des sphères qui d'habitude ne sont pas accessibles. Et c'est là que l'on va pouvoir avoir effectivement des résultats qui peuvent donner ce côté magique, mais qui sont tout à fait compréhensibles. Et c'est ça la force d'utiliser. Et par exemple, évidemment, avec la musique, si vous y associez la danse, parce que la musique va impulser la danse, la recherche de la danse va faire en sorte qu'on va rechercher un certain type de musique, le contact, le lien social, eh bien, c'est vraiment... c'est comme si on a vraiment une bombe de stimulation réparatrice et de réhabilitation. Donc voilà, en quelques mots, ce qui se passe. Et peut-être qu'on peut voir au niveau thérapeutique maintenant avec l'expérience d'Anne-Laure. Oui. Unité. Oui. Peut-être nous parler un peu de ton expérience justement dans une unité Alzheimer. Oui, bien sûr. Et donc, effectivement, hein, je rejoins complètement Tsaka dans ce qu'elle dit sur ce côté magique vraiment, les personnes avec la danse, avec la musique se réveillent. Il y a vraiment quelque chose qui se passe de très fort. Effectivement, des personnes qui étaient isolées, des personnes qui déambulent, des personnes peut-être qui vont peut-être même être plus angoissées si elles ne sont pas stimulées. Et donc là, vraiment, alors je dirais qu'il y a de nombreux bienfaits, à la fois pour une personne, la personne en tant que telle, au niveau individuel, et également au niveau du lien. Parce que ça va être un moment aussi où ils vont se retrouver et ils vont tisser des liens donc entre les résidents, déjà entre eux, d'autres liens que le simple fait de cohabiter tous ensemble dans une unité parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est enfermé ici, on ne peut pas sortir. Et donc là, c'est vraiment un moment un peu, je dirais, de fête, parce que c'est très ludique, c'est très joyeux, et en même temps aussi un moment très profond qui va nourrir tellement de choses, que ce soit au niveau cognitif, que ce soit au niveau de la motricité, que ce soit donc au niveau de la vitalité, des humeurs, et du lien aussi qui vont tisser des gens entre eux. Et rien que ça, je dirais, c'est vraiment énorme. Et en plus,
Ce qui est très chouette, hein, parce que moi, je considère, par exemple, cette unité comme un lieu de vie. C'est que aussi, tout d'un coup, une aide-soignante, elle entend de la musique, spontanément, elle va venir danser, et elle va venir danser avec les résidents. Pareil pour les agents de bioménage qui sont dans l'étage en dessous et puis qui entendent la musique. Donc, tout d'un coup, allez, on peut prendre peut-être, allez, 5-10 minutes. Et tout d'un coup, comme ça, on part d'un petit groupe de 2-3 personnes, allez, peut-être les plus vaillantes au départ, mais au fur et à mesure, il y avait quasiment toute l'unité qui se retrouvait à danser, à bouger. Et je rejoins Tsaka, alors que s'il n'y a pas d'activité, ce sont des personnes qui sont complètement apathiques. Et bien sûr, ça va nourrir aussi des humeurs voilà, d'agressivité, de mal-être, comme je le disais, d'angoisse, etc. Donc, vraiment, je dirais ce qui est important pour ces personnes-là, c'est déjà leur proposer des activités donc, qui soient adaptées. Donc, la danse unifiée adaptée en fait partie. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'on leur propose des choses qui sont possibles pour elles, même des choses toutes simples. Par exemple, on pouvait commencer une session en étant sur chaise et en bougeant simplement les pieds. On va bouger les pieds d'un côté, de l'autre, on va lever les orteils, etc. Donc, voilà, des choses toutes simples. Et puis, chacun va le faire à la mesure de son possible. Et peut-être qu'il y a une personne, elle va lever un tout petit peu les orteils, mais c'est déjà ça de gagner. Et puis, voilà, et puis progressivement, alors c'est vrai que quand j'amenais des ateliers de danse, je l'amenais aussi dans un contexte de toute une après-midi, c'est-à-dire qu'on n'allait pas danser toute une après-midi, mais que je préparais aussi avec des mouvements, comme je le disais, sur chaise, et puis après, voilà, avec un peu plus de vitalité, de dynamisme. Et puis ensuite, c'était important aussi de prévoir la fin de l'activité, la fin de la journée. Donc ensuite, ce qui était bien, c'est qu'il y avait la pause du goûter. Et alors là, ils restaient tous ensemble au niveau du goûter. Voilà, ils avaient vraiment besoin d'être ensemble, mais différemment. Pas parce que, pas autour du soin, de l'acte du soin, mais vraiment du vivre ensemble, quoi. Oui, et ça c'est un point important parce que parfois, justement, les repas, enfin, dans certains EHPAD, c'est vraiment à cette place-là, c'est un tel et un tel et un tel, et pas un tel. Un tel, il doit se trouver à l'autre place. Et là, on retrouve un vivre ensemble qui est totalement différent à cause de l'unité qui s'est créée suite à cette activité de danse. Ouais. Oui, il y a vraiment un climat, une atmosphère, mais qui se métamorphosait. Hein. C'est très vivant. Enfin, je veux dire, on ne pouvait pas passer à côté. Enfin, toutes les personnes qui travaillaient là me faisaient à chaque fois un retour très chouette. Donc, je dirais que effectivement, par rapport au vécu d'Edwige et de Tsaka, j'intervenais complètement à un autre niveau. C'est-à-dire que moi, dans ma posture, j'allais essayer de créer des ponts, vers leur monde à eux et pas d'essayer de coller mon monde à moi sur eux, mais bien au contraire de dire, OK, d'être dans cette ouverture et de me dire, aujourd'hui, comment est-ce que je vais pouvoir les capter ? Parfois, ça va être à travers une activité plus créative, avec de la peinture ou des jeux, des petits jeux de société. Et c'est d'être à leur écoute, vraiment en tant que personne, mais pas malade, en fait. Moi, je mettais vraiment de côté tout ce qui était de l'aspect déficience, voilà, le côté vraiment de déficience de la maladie. Et j'essayais de me connecter à leur potentiel, en fait. À leur potentiel et
d'accepter aussi d'être à côté de la plaque, hein, par moment. Des fois, je me plantais complètement. Et puis alors là, c'était radical. Hein. Si ça leur convenait pas, au moins, ils me le disaient tout de suite. Enfin, ils me le faisaient sentir d'une façon ou d'une autre. Et puis, donc, c'est vraiment d'être dans cette écoute, d'être dans la créativité, la spontanéité. Et puis vraiment de tisser une toute autre relation humaine, en fait. Hein. C'est vraiment une relation humaine. Et je dirais que peut-être ce qui fait la force d'une intervenante qui est à la place que j'avais, c'est qu'on n'a pas tout le côté affectif. C'est pas qu'on n'est pas touché, parce que moi, il y a des fois, j'étais vraiment touchée par ce qui se passait, par comment il réagissait, il se comportait. Mais je n'ai pas connu la personne avant. Moi, je la connais au moment où j'arrive, et alors je l'accueille dans tout ce qu'elle est, quoi. Donc ça, je dirais que ça fait vraiment une grosse différence, je crois, entre une personne qui est un aidant ou un proche et qui a peut-être vu voilà, la personne. Parfois, on dit son état se dégradait, mais en fait, c'est qu'elle s'est transformée. En fait, elle s'est transformée, elle est une nouvelle personne. Et c'est justement l'occasion de tisser cette nouvelle relation dont tu parlais, Edwige. C'est une relation plus de cœur à cœur, où finalement, on n'essaye plus de se raccrocher à une communication dite normale, mais c'est une toute autre communication, effectivement, qui va passer par le regard, qui va passer par le toucher, qui va passer par des moments de silence aussi, et à travers, que ce soit à travers un jeu, de la danse, ou simplement d'être à côté de la personne, tout simplement, et puis de l'accueillir dans ce qu'elle est en train de vivre. Moi, je me souviens d'une personne où c'était très touchant parce que je sentais qu'elle était perturbée, il y avait de la tristesse et voilà, on a pris un temps ensemble. Je me suis assise à côté d'elle et elle a pu dire triste, mon fils, pas mon fils. Enfin, j'ai compris que son fils ne viendrait pas lui rendre visite. Et donc, j'ai simplement fait écho à sa tristesse. J'ai dit, ah oui, vous êtes triste parce que votre fils, il ne va pas venir aujourd'hui. Et voilà, j'ai senti comment sa tristesse pouvait découler, pouvait voilà, être accueillie. Et puis ensuite, elle a rejoint progressivement l'activité qui était proposée. Donc, voilà, c'est vraiment les accueillir dans qui ils sont, dans leur entièreté. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots peut-être, puisque tu as lancé un programme qui s'appelle Vivre mieux, soigner mieux. Et est-ce que tu veux nous dire quelques mots par rapport à ce programme? Parce que là, il y a le côté patient. Et c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des patients. Mais face à ça, les aidants, l'équipe médicale, eux aussi vivent des choses qui sont quand même pas faciles dans ces unités. Est-ce que tu veux que j'affiche peut-être à l'écran un petit schéma, le petit schéma par rapport à… Oui, merci. Effectivement, ce schéma, il est très parlant parce que donc mon intervention au sein de l'unité fait partie de tout un programme à 360 degrés qui s'appelle Vivre mieux, soigner mieux, c'est-à-dire qu'il va vraiment accompagner tous les acteurs de la chaîne du soin, que ce soit des résidents, les patients et aussi donc les soignants et les proches aidants. Et en fait, à travers ce schéma, on comprend tout de suite que c'est un système qui fonctionne ensemble, hein, c'est vraiment une approche systémique où si les soignants eux-mêmes ont aussi des bouffées d'oxygène, si eux-mêmes aussi, à un moment donné dans la journée, tiens, on va danser un petit peu, on va prendre le temps de respirer, même si c'est 10 minutes, un quart d'heure, mais ça change la journée en fait. Ça change tout l'état dans lequel elle va poursuivre sa journée. Et à partir du moment où une soignante déjà apprend à prendre soin d'elle, ou de lui,
le résident ou le patient va le sentir. Il va sentir une autre disponibilité aussi en termes d'accompagnement, des soins qui lui sont prodigués. Et puis, cela va avoir aussi un impact sur les équipes. Une équipe qui sait communiquer autrement, une équipe où justement ils savent prendre soin d'eux. Je dis les bases, hein, un minimum. Hein, et tout de suite, ça va instaurer une autre dynamique dans l'établissement ensuite, dans tout l'établissement. Probablement qu'il y aura moins d'absentéisme. Tout d'un coup, il y aura plus de motivation, il y aura plus d'engagement. Peut-être même que les personnes, les soignants vont entendre parler de cet établissement où on prend soin des soignants et ils vont peut-être avoir envie de venir y travailler. Donc, je dirais que c'est vraiment gagnant-gagnant sur tous les plans, pour tout le monde. Et dans ce qui est proposé au sein du programme, je dirais que parfois, il suffit, pour en avoir fait l'expérience, hein, d'un atelier d'une demi-heure par semaine pour les soignants, pour que déjà, ils sentent que eux aussi, c'est important qu'ils prennent soin d'eux. Et en termes de reconnaissance au sein de l'établissement, ça change tout, en fait. Voilà, parce qu'on n'est plus... on n'est plus axé sur la performance uniquement, de la rentabilité, etc., mais aussi vraiment sur un projet humain. Et ça, je crois que c'est ça qui est fondamental et qui, pour moi, va faire la santé de demain. C'est vraiment prendre soin de l'humain avant toute chose et remettre l'humain au cœur du soin, au cœur de la relation. Et ça, pour moi, c'est primordial. Oui. Oui, ce qui ne veut pas dire qu'on sort tout à fait de toute la réalité d'une institution qui est aussi une réalité effectivement économique, d'horaire, d'efficacité. Mais c'est comment faire en sorte que ce ne soit plus que ce ne soit pas que un fonctionnement organisationnel, mais que cette organisation soit au service de l'humain et que c'est l'ensemble qui fleurit. Hein, parce que voilà, il y a quand même plusieurs professionnels qui savent qu'il y a aussi des contraintes. Je ne sais pas si vous allez parler à la personne qui fait le budget financier de l'hôpital ou de l'établissement, ils se disent oui, mais moi j'ai aussi certaines contraintes, des contraintes de coûts, des contraintes de... Et comment repenser tout ça pour que tout cela soit fleurissant parce que l'humain est au centre. C'est justement, c'est les deux, ce n'est plus ou l'un ou l'autre, parce qu'on a un peu été dans cette dichotomie, hein, soit que l'humain, mais financièrement le budget ne suit pas, soit c'est que budget, et puis ça démotive toutes les équipes, ça démotive, enfin voilà, les patients ne sont pas forcément heureux non plus. C'est comment maintenant recréer aussi du lien dans ces différentes sphères de l'institution, hein, que ce soit plus... voilà, ouais. Donc, dans tous les cas, on est bien, là, il y a une seule et même problématique qui est la relation. Et finalement, c'est peut-être ce que viennent nous apprendre ce genre de maladie et puis le contact avec ces patients. Il nous oblige à revenir au centre. Comme tu disais, hein, je pense, et c'est toi qui disais qu'en fait, il se transforme, mais en se transformant, il nous transforme, il transforme la société, il transforme les institutions. Ils transforment les fondations, ils transforment les associations de patients, ils transforment les familles. Donc, un grand merci à eux. Eh bien, je propose de petit à petit s'acheminer vers la fin. Est-ce que vous souhaitez chacune dire juste un petit mot de clôture? Oui, moi je veux bien commencer par déjà te remercier Marie et puis remercier Tsaka et Anne-Laure que nous puissions vraiment être là aujourd'hui et pouvoir témoigner de ce que cette maladie ouvre sur le cœur en fait, quoi. Pour moi, c'est vraiment l'ouverture du cœur parce que j'étais dans une situation de tension et qui s'est dénouée au niveau du cœur en fait. Voilà. Merci Edwige. Merci. Oui, moi je prends la relève. Je voudrais vous remercier énormément et surtout ça de me dire en fait que
cette maladie, elle nous rappelle l'essentiel. Vraiment. Le cœur, l'amour et le lien, la relation qui transforme en fait. Donc c'est vraiment revenir à l'essentiel avec le cœur. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Oui, moi ça va peut-être être un peu redondant avec ce que je disais à l'instant, mais je dirais que c'est vraiment d'oser. Et je vais reprendre tes mots, Saka, par rapport au voile dont tu parlais. C'est oser traverser ce voile, oser aller de l'autre côté ensemble pour justement se redécouvrir, parce qu'effectivement, ça sera une redécouverte de la personne et c'est aussi se redécouvrir soi. Donc, il y a vraiment des potentiels qui sont là derrière ce voile et voilà, je dirais oser, qu'on se fasse confiance pour voilà, aller découvrir tout ce qui est possible au niveau de cette nouvelle relation à tisser, que ce soit finalement avec des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais aussi dans tellement de contextes différents. Bien sûr. Donc, et un grand merci, oui, un grand merci pour nos partages d'aujourd'hui et les personnes qui nous auront suivis et qui vont voilà, liker, commenter, partager. Voilà, merci d'avance. Eh bien, merci beaucoup. On hésitait pour le titre de cette rencontre, de cette table ronde, et puis ça a été évident que le mot relation était au cœur de tout cela. Et c'est quand même un sujet qui a été apporté par Edwige. C'est elle qui a eu l'impulse, l'envie de pouvoir dire mais il faut que je partage, quelque chose par rapport à ça. Et on s'est toutes retrouvées autour d'elle en disant mais voilà la cohérence de ce qui pourrait être fait et nous espérons que vous avez pu sentir cette cohérence-là, sentir la démarche qui est proposée, sentir l'endroit où effectivement la relation, le lien est indispensable. Et je crois qu'on dit quand même quelque part que toutes les maladies quelque part ont comme source l'amour ou quelque chose lié à l'amour. Donc c'est par l'amour qu'on a été blessé et c'est par l'amour qu'on va être guéri. Et j'espère que ce message-là, il sera passé. Et pour tout le monde, les familles, les équipes. Et donc, si vous, je me répète encore et encore, n'hésitez pas à partager, liker et faisons grandir tout ça autour de nous pour les professionnels de la santé et pour les familles. En tout cas, merci à tous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Je lance le générique de fin et un grand merci d'être resté jusqu'ici.